Le débrief politique, bonjour à tous, soyez les bienvenus. L'analyse de l'actualité riche aujourd'hui avec les remous régionales qui continuent, le Rassemblement national mis en cause par un rapport de police et puis les Républicains qui peinent à exister. Analyse signée Benjamin Morel, bonjour. Maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Marion Pariset, bonjour. Secrétaire générale du think tank Le Millénaire. Et Mathilde Aubineau, bonjour. Bonjour. Enseignante en communication et fondatrice de la saga des audacieux. On va d'abord revenir sur les manifestations d'hier. Vous le savez, manifestations en soutien au peuple palestinien qui se sont déroulées dans plusieurs villes d'Europe et de France. On le voit ici, qui se sont très bien déroulées dans le calme, sauf à Paris, où la manifestation avait été interdite. Alors, est-ce qu'il fallait justement l'interdire? Oui, a répondu Christophe Castaner, l'ancien ministre de l'Intérieur, invité du grand jury aujourd'hui. Je pense que le préfet l'allemand, sous l'autorité de Gérald Darmanin, a eu raison d'interdire cette manifestation et en même temps de s'y préparer. Et il y avait hier un nombre de forces de sécurité intérieure important qui a permis à cette manifestation de bien se dérouler. Si nous devons garantir le droit de manifester, et nous le faisons, nous devons veiller à ce que l'ordre public ne se transforme pas en désordre public. Voilà, avec une formule de Christophe Castaner, il fallait l'interdire. On se dit effectivement, c'est parce qu'elle avait été interdite que les forces de l'ordre sont tout de suite intervenues, ce qui a créé ces crispations. C'est pas évident. Si vous regardez un petit peu, vous avez eu un recours dans le juge administratif et le juge administratif a dit que l'interdiction était justifiée. Lorsqu'on interdit une manifestation, on ne le fait pas à cause du mot d'ordre. On le fait parce qu'on juge qu'il y a un trouble potentiel à l'ordre public qui est suffisamment avéré pour justifier cette interdiction. Et à partir de là, vous regardez plusieurs choses. Vous regardez en effet les remontées des services de renseignement, qui n'étaient pas les mêmes à Paris qu'à Lyon, par exemple. Vous regardez également le passé des manifestations. On parle beaucoup des manifestations de 2014 qui avaient également été interdites, mais déjà, il y avait eu un recours. Et déjà, on a une ordonnance du Conseil d'État qui dit, grosso modo, ceux qui avaient organisé les manifestations précédentes, organisées légalement elles, n'ont pas su tenir ces manifestations, elles se sont mal déroulées, et donc vous avez une interdiction par ricochet, parce que vous avez ce passif-là. Et ensuite, vous regardez qui est capable de tenir la manifestation. Est-ce que vous avez réellement un service d'ordre, comme ça va être le cas dans les manifestations syndicales, etc. Est-ce que vous avez un interlocuteur pour les forces de l'ordre ou pas? En l'occurrence, alors après je ne me prononce pas sur le oui ou non fallait-il l'interdire, mais en l'occurrence, par rapport à ce faisceau d'indices, vous aviez en effet des circonstances assez fortes qui permettaient cette interdiction. Parce que certains s'en sont saisis évidemment politiquement, à l'image de Jean-Luc Mélenchon. Regardez ce qu'il a déclaré, le patron de la France Insoumise hier. Échec total des provocations de Darmanin et l'Allemand, dit-il, à Paris contre le droit de manifester pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens et leurs deux États, ce qui a fait répliquer Christophe Castaner tout à l'heure. Je vois bien que Jean-Luc Mélenchon rêve d'importer le conflit qui se passe actuellement entre Israéliens et Palestiniens pour générer du désordre. Son ministère à lui, c'est celui de la parole. Et donc en utilisant cela, en attisant, effectivement, il prend le risque de diviser un peu plus. Dans chacune de ses prises de position, on voit bien comment Jean-Luc Mélenchon est celui qui rêve du désordre maximum pour aspirer au pouvoir par des voies que le suffrage universel ne lui a jamais accordées. Réponse cinglante. Réponse cinglante et réponse pour le coup légitime, je trouve, car Jean-Luc Mélenchon, on l'a bien vu sur les derniers incidents qu'il y a eu sécuritaires, a eu une position qui est aussi très très floue vis-à-vis du rapport avec les forces de l'ordre, vis-à-vis de la légitimité ou non des agresseurs. Ça a été le cas lors de l'assassinat du policier, de la policière à Rambouillet. C'était à Rambouillet. Oui. Exactement. Parce que justement, on a ce flou qui existe et sur lequel Jean-Luc Mélenchon fait son pain politique, si on veut. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même assez rare de voir une manifestation totalement interdite, pas simplement cantonnée à une manifestation statique qui est plus simple à maîtriser par les forces de l'ordre. Mais c'est vrai que là, je rejoins totalement Benjamin Morel sur ces questions. Les éléments devaient être suffisants, il me semble, pour justifier cette décision-là. On peut manifester en France, effectivement, ces interdictions sont extrêmement rares. Passe d'armes donc entre l'ancien ministre de l'Intérieur et Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Aubineau. Oui, absolument. Et pour revenir à ce que vous disiez justement sur le flou par rapport à l'attaque qu'il y a eu à Rambouillet, c'est important de qualifier ce qui s'est passé sans détour, sans utiliser de périphrases. Et là, il en va de la responsabilité aussi des élus de nommer ces réalités-là, de nommer aussi ces dimensions. Et donc là, il y a une grande attente
aussi, et il y a un progrès de la part des personnalités qui sont en place, mais en effet, des figures comme Jean-Luc Mélenchon sont attendues aussi sur ces sujets-là. Trop de flou de la part de Jean-Luc Mélenchon, qui cherche le désordre, dit Christophe Castaner, puisqu'il n'arrive pas à arriver au pouvoir grâce aux urnes. Oui, non, on est également un peu dans la politique des deux côtés, si vous voulez. Pour Jean-Luc Mélenchon, il y a la nécessité, il y a la volonté, selon lui en tout cas, de capter un électorat qui peut être sensible à la question palestinienne. D'où une défense par principe de cette manifestation-là. Par ailleurs, je disais tout à l'heure qu'en effet l'interdiction était justifiée, mais les contre-arguments peuvent s'entendre également. C'est-à-dire qu'une manifestation bien encadrée, bien construite, a moins de chances de dégénérer qu'une manifestation non encadrée et une manifestation sauvage parce qu'interdite. Évidemment, à ce moment-là, vous avez la présence uniquement des éléments, ou en tout cas très majoritairement des éléments les plus radicaux. Donc ce logiciel-là, il peut s'entendre, mais en même temps, on peut également envisager le fait que si jamais cette manifestation était interdite, c'est que justement, eh bien, il fallait protéger des manifestants qui auraient pu être de bonne foi, mais qui justement se seraient fait prendre entre d'un côté la police qui doit maintenir l'ordre public et de l'autre des manifestants violents qui étaient là pour en découdre. Pour ces raisons-là, l'interdiction apparaissait justifiée, mais on peut comprendre également une forme de dénonciation par rapport à un mot d'ordre qui, lui, n'est pas considéré comme en soi problématique au point de vue de l'ordre public. Il est important aussi de prendre en compte le contexte de cette manifestation à propos justement de l'importation de ce conflit en France et puis des tensions qui existent véritablement sur le territoire. Donc ça, c'est une grille de lecture aussi qui est prise en compte dans le choix de participer, d'autoriser ou non ces manifestations. Juste une petite parenthèse, discours à suivre en direct sur LCI à partir de 15h de Jean-Luc Mélenchon. Premier meeting de lancement pour la présidentielle, dit-il. Un mot de commentaire ? Oui, c'est un premier meeting de lancement. Donc il faut voir que Jean-Luc Mélenchon, comme d'ailleurs Emmanuel Macron, a pour objectif d'enjamber les régionales. Les régionales et départementales sont des élections que ces deux formations politiques ne pourront pas emporter. Pour Jean-Luc Mélenchon, d'autant plus que, en réalité, l'électorat qui est le sien est un électorat qui est assez peu mobilisé aux élections intermédiaires. Donc il faut enjamber ces élections pour apparaître à la tête de la gauche, parce que c'est pas LFI qui va prendre des régions pour la gauche dans quelques semaines. Donc ce faisant, en lançant dès maintenant la campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon se positionne. Par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, c'est une bête de campagne. Il réussit réellement, non pas dans les périodes d'entre-deux élections, mais au moment des campagnes. Vous voyez très rapidement ses cotes de popularité remonter au moment des campagnes. Au vu de la difficulté au vu des difficultés qui sont les siennes aujourd'hui, plus la campagne arrivera tôt, mieux ce sera pour la France insoumise. On ne part jamais trop tôt dans une campagne présidentielle ? On peut partir trop tôt et s'essouffler en cours de route, ça c'est certain, mais c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a un gros retard à rattraper parce qu'il a particulièrement souffert de la période depuis la dernière élection présidentielle. Son image a été écornée, il a eu des propos, il a tenu des propos sur lui-même qui ont choqué un grand nombre de Français, qui ont heurté finalement sa légitimité, et finalement la France insoumise aujourd'hui, ça reste uniquement Jean-Luc Mélenchon. Derrière, on a quelques figures qui commencent à émerger, mais cette campagne, il ne peut la mener que lui-même. Et en effet, il est très bon en campagne, mais il est très bon en campagne en plus dans un contexte traditionnel, une campagne proche des gens, alors qu'aujourd'hui, la crise sanitaire risque de rendre ça compliqué. Et il risque d'avoir du coup beaucoup de choses à rattraper et de devoir changer un peu son fusil d'épaule, devoir dépasser quelques obstacles à ce niveau-là pour réussir à toucher les gens, alors que franchement, il part de loin. Il reste les hologrammes. Il reste les hologrammes qu'il avait lancés en 2017, effectivement, pour la précédente campagne. Se renouveler pour marquer autant par rapport à sa stratégie de communication, c'est résolument un protagoniste, Mélenchon. C'est celui qui va au combat. On se souvient de son intervention pour le 1er mai à Lille. Il était lors des rassemblements, il a pris la parole, il y a son verbe, il y a sa façon de parler, de s'exprimer aussi qui est manifeste. Un an, c'est très long, mais c'est très court aussi. C'est important aussi d'imposer sa vision. Après, ce qui sera intéressant, c'est de voir au-delà de sa personne les sujets sur lesquels ils vont essayer de prendre place, d'instaurer aussi leur agenda au regard de la crise actuelle. Ouais, ça sera intéressant à suivre. Discours donc de Jean-Luc Mélenchon à partir de 15h sur LCI. On reviendra bien évidemment sur d'autres élections, les élections locales, cette fois les régionales dans un instant. D'abord, on parlait de ces manifestations qui ont pu déraper à Paris, d'où ce thème de la sécurité qui vraisemblablement sera l'un des thèmes majeurs de la campagne 2022. Xavier Bertrand s'en empare de nouveau dans une interview accordée au Journal du Dimanche aujourd'hui. Xavier Bertrand qui parle d'un pays défiguré par la violence
est miné dans ses valeurs. Et on verra, il y a d'autres déclarations donc, politiques un peu plus tard. Un pays défiguré par la violence. Christophe Castaner l'a admis au grand jury. Oui, le pays connaît une augmentation de la violence chez nous. Christophe Castaner, donc au grand jury. Globalement, la difficulté, c'est que les Français doutent de l'utilité des partis politiques, et pas seulement des Républicains. Mais aussi des Républicains, mais pour une raison simple, c'est qu'il n'y a aucune ligne claire chez les Républicains depuis plusieurs années. Et ça n'est pas la faute d'Emmanuel Macron, ça n'est pas notre faute si Christian Jacob pilote un bateau ivre qui n'a plus de ligne politique. Est-ce que ça, c'est une prise de position importante ou pas, vu le contexte? Il y a toujours cette opposition entre ceux qui disent non, la violence n'augmente pas. Si la violence augmente, est-ce que Christophe Castaner, là, prend une position importante? Oui, et c'est pas si nouveau à La République En Marche. En tout cas, ça date d'il y a quelques mois et ça rentre dans une stratégie qui avait été définie en réalité avant l'entrée en crise sanitaire. Et à ce moment-là, vous aviez déjà une volonté d'avoir une stratégie qui serait fondée sur 2 piliers, l'environnement pour séduire le centre-gauche, la sécurité pour séduire le centre-droit. Cette stratégie, Emmanuel Macron s'y tient, même si évidemment l'impératif sanitaire est rentré aujourd'hui dans l'équation. Mais cette stratégie, elle permet de camper une position au centre droit avec un électorat qui est un peu la poule aux œufs d'or en politique, notamment parce que c'est lui qui vote le plus. L'électorat, on va dire, de la droite classique, du centre droit, de LR, est un électorat qui généralement va aux urnes, y compris aux élections intermédiaires, y compris aux régionales, y compris aux départementales. Sur cet électorat-là, vous avez 3 grands candidats qui se battent. Le candidat de la droite, quel qu'il soit au bout du compte, le candidat Emmanuel Macron et le candidat Marine Le Pen, qui a beaucoup aménagé son discours, notamment sur les questions économiques, pour arriver à saisir cette base électorale-là. Cette base électorale, elle est notamment sensible à la question de la sécurité, qui est en réalité un élément qui lui permet de différencier ces différents candidats. Et c'est un électorat qui n'est pas toujours confronté directement à l'insécurité. C'est un électorat qui a un rapport assez intermédiaire à l'insécurité, c'est-à-dire qu'il voit l'insécurité par les médias et par le discours politique qui met en récit cette lutte contre l'insécurité. Donc, si jamais vous avez ces 3 candidats qui se battent à coups de discours sur ce thème-là, alors qu'on est parti en campagne régionale et que les compétences des régions n'ont pas grand-chose à voir avec la sécurité, c'est justement pour arriver à chercher cette base électorale-là qui va probablement être l'une des clés, voire la clé du premier tour de la présidentielle. On le voit avec les positionnements de Xavier Bertrand. Regardez, entre Emmanuel Macron, pour qui la sécurité n'a jamais été la priorité, l'extrémisme de Marine Le Pen qui veut profiter des problèmes, j'incarnerai une autre voie concrète et républicaine en cassant la spirale de la violence et de l'impunité dans notre pays. On voit où il se situe là. Oui, on voit où il se situe et je rejoins l'analyse, là encore, de Benjamin Morel sur la question de la volonté d'incarner cette ligne sécuritaire de la part de La République En Marche. Mais là où on voit une dissonance, c'est que dans les sondages, parmi les différentes thématiques sur lesquelles sont évalués le président, la sécurité reste l'une des 2 thématiques qui fait le moins consensus, c'est-à-dire que personne n'est dupe de ce discours qui est abordé sur la sécurité. Ce discours est porté, mais aujourd'hui, il n'est pas incarné, il n'est pas représenté sur le terrain, et c'est somme toute assez normal parce qu'on voit une explosion. L'explosion de la violence est visible, pas forcément en nombre, mais dans la violence même des actions. Les rixes se sont multipliés entre les jeunes. On a ces problématiques-là qui surnagent. Derrière tout ça, on a 3 problèmes. On a le problème déjà des sanctions pénales qui sont inadaptées pour un public qui est de plus en plus jeune, qui prend part aux violences. Les sanctions pour les mineurs, finalement, ne sont jamais conduites. On n'a pas de sanctions pour un acte qui dérive. C'est ce que dit Xavier Bertrand, en tout cas. Lui, il est pour les centres éducatifs fermés multipliés par 3. Là, il veut revoir le code pénal des mineurs et instaurer la majorité pénale à 15 ans. Tout à fait, ça va dans ce sens-là. Également, on a un problème sur l'exécution des peines. Parce que beaucoup de peines sont données, mais ne sont pas exécutées. Une peine de moins de 2 ans est rarement mise en œuvre. Alors les grandes peines, c'est moins le cas, mais pour les petites peines. Sauf qu'aujourd'hui, la délinquance se met en œuvre progressivement et le coût de petites actions qui méritent des petites peines, mais qui ne sont pas mises en œuvre. Quand on peut agresser quelqu'un, quand on peut voler quelqu'un, mais qu'on ne voit pas de conséquences, comment veut-on réussir à rendre crédible la justice,
la loi derrière. C'est un problème. Et derrière, le dernier problème, c'est l'organisation de la police. Au-delà des moyens, on a un problème d'organisation qui est que malgré plus de moyens, on a toujours une présence physique qui est limitée. On a des procédures qui sont très très lourdes et qui empêchent les policiers de mener leur mission à bien. Et on a également un problème avec la police qui est la multiplication des missions. Aujourd'hui, les policiers, surtout en crise sanitaire, malheureusement, sont pris par de multiples choses. Ils doivent vérifier que les gens portent leur masque dans la rue. Tout en assurer la lutte contre le terrorisme. Voilà, assurer la lutte contre le terrorisme, contre la violence. Et ça, contre les trafics de stupéfiants. On ne peut pas demander à la police de tout faire en même temps et de réussir à mener tous ces combats. C'est un peu le sens de l'interview de Xavier Bertrand dans le journal du dimanche. Là, vous êtes en accord. Mathilde Domino. Et en effet, les policiers sont mobilisés, on le voit depuis des mois, à de multiples reprises sur des sujets extrêmement variés. Pour revenir au régional, ce qui est intéressant, c'est que les candidats s'emparent de ce sujet-là sous l'angle des transports notamment. Une compétence qui dépend de la région, mais pour pouvoir s'inscrire dans cet agenda-là, il y a la question aussi de la perception du sentiment d'insécurité qui est de plus en plus manifeste. Et de voir justement comment les uns et les autres vont se positionner par rapport à ce sujet qui continue à être de plus en plus audible et à faire malheureusement l'actualité aussi. C'est ça la distinction à faire entre la perception de l'insécurité et l'insécurité réelle. Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une insécurité réelle, attention, et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une partie de l'électorat qui est directement confrontée à cette insécurité. Mais ça veut dire qu'une partie de l'électorat, encore une fois, vit l'insécurité de manière intermédiaire. Et que cette partie de l'électorat-là, eh bien, c'est une partie de l'électorat en réalité qui est la plus charnière, qui est la plus à même de basculer. Donc à partir de là, le discours, la mise en récit de l'insécurité, notamment par rapport à un certain nombre de faits de violence, par rapport que ce soit des faits divers, des faits de délinquance, etc. Là, vous avez un point politique qui est extrêmement important, d'autant qu'on est tard dans le quinquennat. On a 3 lois sécuritaires qui sont adoptées en cette fin de quinquennat depuis le mois de janvier. Une autre est encore prévue, mais ces textes, ils ne produiront réellement leur effet que bien plus tard. On a un Beauvau de la sécurité qui va donner lieu à une loi de programmation, mais soyons francs, le calendrier parlementaire, il est déjà bouqué. Donc elle sera une loi qui sera pour le successeur d'Emmanuel Macron qui espère se succéder à lui-même. Mais ce n'est pas une loi qui va arriver avant la fin du quinquennat, et quand bien même ce serait le cas par miracle, elle ne produira pas non plus réellement d'effet. Donc on ne peut pas jouer pour le gouvernement sur les chiffres de l'insécurité à ce stade-là, c'est beaucoup trop tard. Donc il faut jouer sur une mise en récit, c'est ce que tente de faire le gouvernement avec plus ou moins de facilité ou plutôt plus ou moins de difficulté. Avec donc en ligne de fond ces élections régionales où il en est question encore une fois dans l'interview de Xavier Bertrand dans le JDD. Le seul objectif d'Emmanuel Macron, dit-il, c'est de faire élire le Rassemblement national dans les Hauts-de-France, poursuivant froidement et cyniquement sa stratégie pour affronter Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Là, Xavier Bertrand fait allusion aux 5 ministres qui ont été dépêchés dans sa région des Hauts-de-France. Est-ce que son constat est le bon là ? Son constat est le bon, mais sur la question de ces ministres qui vont être impliqués dans les régionales, on a une vraie difficulté, on a une vraie incohérence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fonction de ministre, c'est une fonction qui est une fonction à temps plein. On ne peut pas espérer envisager de le faire. De tout temps, la vie démocratique a fait que de toute façon, les ministres s'engageaient dans des élections locales aussi. Oui, de tout temps. Aujourd'hui, là, c'est surtout une nationalisation. On nationalise le scrutin régional. On ne veut pas en faire ce que c'est normalement. Une élection régionale, c'est une élection extrêmement importante pour les territoires parce que la région a un rôle sur l'économie, sur la santé, sur un grand nombre de dimensions qui touchent directement la vie des habitants. Aujourd'hui, en faisant un scrutin national, on sort le sujet même de ce qu'est le rôle des régions. On sort ce sujet-là. Et en plus, alors qu'on est dans une période quand même qui est très très lourde pour le gouvernement, parce que justement la multiplicité des défis auxquels il doit faire face, normalement, devrait appeler une pleine mobilisation des ministres. Et vous avez l'impression là qu'ils peuvent donner le sentiment de s'éparpiller. Ah, totalement. En tout cas, c'est peut-être un signe de faiblesse du côté de la majorité. C'est ce que pense Marine Le Pen. Je pense que c'est juste une preuve de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse. Car si on est obligé d'envoyer un ministre, puis 2, puis 3, 4 maintenant, bon, on va attendre lundi, il y en aura peut-être un 5e qui va se déclarer d'ici après-demain, c'est probablement parce qu'ils ont la crainte de ne pas faire les 10% nécessaires au maintien de leur liste.
Mathilde Oméno. C'est une vraie question, parce qu'on a beaucoup reproché par rapport au ministre la question de la représentation, de la déconnexion, d'être hors sol. Et là, on se confronte au suffrage universel, on va rencontrer, on va sur le terrain, donc il y a cette question-là. Et puis finalement, les régionales, ça sera un peu moins d'avant les présidentielles. Donc ça sera un test, ça sera un premier état des lieux justement de ce qu'a fait le gouvernement. Donc c'est intéressant, il y a des risques, mais en tout cas, il y a cette volonté d'aller sur le terrain aussi, d'aller dans différentes régions et de pouvoir inscrire, et puis ça c'est un vrai sujet pour La République En Marche, inscrire des figures qui sont identifiées par les Français justement pour pouvoir aussi penser l'après. Oui, c'est ce qui leur fait défaut, ça c'est sûr. Oui, la stratégie elle a deux bandes en réalité. D'abord il s'agit de nationaliser, comme ça a bien été dit, la campagne. Quand vous envoyez des ministres régaliens, intérieur, justice, sur une campagne, il n'y a aucune compétence des régions ou des départements en matière de justice. Et en matière de sécurité, c'est uniquement la sécurité des TER. Pour les présidents de conseil départemental, c'est un petit pouvoir de police en matière de route départementale. Donc ça ne va pas très très loin. Nationaliser la campagne sur une thématique sécuritaire dont on a dit qu'aujourd'hui elle était très importante dans l'électorat, ça permet de parler d'autres choses que des régionales sur lesquelles vous n'avez pas d'implantation locale. Ça permet également, en mobilisant un électorat qui est peu mobilisé aux élections intermédiaires, de plutôt faire monter le Rassemblement national, qui justement a plutôt cette base électorale qui se mobilise aux grandes élections nationales, mais qui ne se mobilise au local que quand il pense qu'il y a un vrai enjeu national. Donc là, il y a un jeu qui permet justement d'instaurer une dualité entre La République En Marche et de l'autre côté le RN. Et ensuite, la stratégie essentielle, c'est avant tout de gêner Xavier Bertrand. Gêner Xavier Bertrand en du coup le faisant baisser dans les enquêtes si jamais vous avez une montée du RN et en l'obligeant à une coalition qu'il refuse avec La République En Marche. Parce que si au second tour, il se retrouve derrière Sébastien Chenu, que fait-il? Peut-il vraiment se passer d'une alliance avec LREM? Si jamais c'est le cas et que la liste ne se retire pas, LREM en disant face au RN, nous sommes contraints de nous retirer, à ce moment-là, si la liste RN arrive en tête, elle peut emporter la région. Et quand bien même il arriverait en tête, mais ferait au second tour moins de 33%, ça signifie qu'il n'a pas de majorité au sein du conseil régional. Comment vous faites pour devenir président de région quand vous n'avez pas de majorité dans un mode de scrutin qui a été organisé en réalité pour une bipolarisation de la vie politique? Vous êtes contraint à faire alliance. Vous vous appelez Xavier Bertrand, vous ne faites pas alliance évidemment avec le RN, vous avez du mal à faire alliance avec la gauche, il ne vous reste que LREM. Forcer Xavier Bertrand, qui aujourd'hui apparaît le meilleur candidat de la droite pour arriver à s'imposer en 2022 à une alliance avec LREM, c'est tenter de tuer sa candidature. Et oui, et il le dit dans le JDD, il ne veut absolument pas de cette alliance avec La République En Marche, même au deuxième tour pour faire barrage au Rassemblement national. Justement, ça nous mène à cette question, où se trouvent les Républicains? Il n'en est pas beaucoup question alors que le scrutin approche. Restez avec nous, la deuxième partie du débrief politique à suivre. Alors, votre avenir. Ah. Aïe. Oula. Oh là là. Bon, alors là... Eh ben, je vois de la sérénité. Ah bon? Au moins 4 ans. Ça s'est éclairci. Ouais. Avec les offres Citroën, vous saurez de quoi l'avenir sera fait. La garantie et l'assistance sont offertes pendant 4 ans sur une large sélection de modèles. Tous nos points de vente sont ouverts. Prenez rendez-vous sur citroën.fr. Citroën. MMA, interruption spéciale. Benoît, une mère de famille en difficulté. Oui, depuis son accident de vélo, pour Muriel, qui vit seule avec ses enfants, c'est compliqué. Elle ne s'en sort plus. Bah si. Grâce aux facilités MMA, je m'en sors très bien. Avec la garantie des accidents de la vie, MMA prend en charge l'accompagnement des enfants à l'école. J'ai même 3 aides ménagères. Oui, bon ben... Bonne journée. D'accord, 0 tracas. Et 0 blabla. Envoyez la pub. 20% de réduction sur vos contrats. 0 blabla, MMA. Deliveroo présente les plats que vous aimez. Frais et gourmands, grillés à point. Pour remplir votre frigo, à partager et à ne surtout pas partager. Deliveroo, c'est tous les plats de vos restos livrés chez vous. La livraison est gratuite pendant 2 semaines dès la première commande. On se fait un Deliveroo. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Si vous partez à l'aventure et changez de style au retour, Philips S9000 Prestige rase même votre barbe de 7 jours.
Philips S9000 Prestige. Précision ultime, confort parfait. Rendre la vie meilleure est toujours possible. Philips. Arthur, c'est pas Versailles ici. Arthur, c'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. Total Direct Énergie. Une énergie jusqu'à 10% moins chère et des services pour réduire votre consommation. Vous en faites déjà beaucoup. À nous d'en faire plus. Il n'y a pas si longtemps, votre travail était votre priorité. Et votre fils n'était pas fan de votre voiture. Il n'y a pas si longtemps, la campagne vous ennuyait. Il n'y a pas si longtemps, vous ne seriez jamais allé aussi loin avec une voiture électrique. Avec le nouveau Skoda Enyaq iV, c'est enfin le bon moment de prendre le virage de l'électrique. Réservez votre essai sur skoda.fr. Chez Connétable, nous contribuons à préserver les ressources en nous engageant pour la pêche responsable. Chez Connétable, nous avons le goût du fait main et du fait avec le cœur pour vous donner le meilleur chaque jour. Connétable, le meilleur de la mer sur Terre. Si vous partez à l'aventure et changez de style au retour, Philips S9000 Prestige rase même votre barbe de 7 jours. Philips S9000 Prestige. Précision ultime, confort parfait. Rendre la vie meilleure est toujours possible. Philips. Remplacer sa vieille chaudière au fioul par une pompe à chaleur, on peut se retrouver seul perdu sur une île déserte, mais sans la plage ni le sable fin. Vous voyez? Bien sûr, c'est pourquoi NG Home Service vous accompagne pour remplacer votre chaudière au fioul par une pompe à chaleur. Appelez le 3102, j'agis avec NG Home Service. Alors, votre avenir. Ah. Aïe. Oula. Oh là là. Bon, alors là... Eh ben, je vois de la sérénité. Ah bon? Au moins 4 ans. Ça s'est éclairci. Ouais. Avec les offres Citroën, vous saurez de quoi l'avenir sera fait. La garantie et l'assistance sont offertes pendant 4 ans sur une large sélection de modèles. Tous nos points de vente sont ouverts, prenez rendez-vous sur citroën.fr. Citroën. Seuls des ingrédients extraordinaires peuvent créer cette texture crémeuse et ce goût à tomber. Plus qu'une glace, Häagen-Dazs. La bonne humeur de Guillaume, les mêmes blagues d'Arthur, le sens du partage de Clara. C'est ça la recette d'un moment authentique. Chez Lay's, c'est notre obstination à respecter le savoir-faire agricole français et à rester fidèle aux recettes d'origine qui donnent à nos chips ce goût si authentique. Lay's, authentiquement nous. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente final sans vous déplacer. Prenez ensuite un rendez-vous de reprise et vendez votre voiture au prix annoncé. Je recommande pour une vente simple et sans souci. Rendez-vous maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Pour les Lebon, les bonnes vacances, eh bien c'est en France. Et justement, pour passer du bon temps, ils savent où la trouver, la bonne location. Celle qu'ils pourront réserver et payer en ligne en quelques clics. Car réserver ses vacances avec Le Bon Coin, c'est déjà être un peu en vacances. Le Bon Coin, le bon pour tous. Réservez maintenant. Green dreams, it seems are coming true. Cette année a changé beaucoup de choses, alors gardez le sourire, c'est important. Polydent vous rappelle d'utiliser votre prothèse dentaire même à la maison pour avoir un beau sourire aussi en vidéo. Dispositif médical. Et c'est la suite du débrief politique. L'actualité est très politique d'ailleurs ce dimanche avec une question: comment sortir de l'étau? Une question qui concerne bien évidemment le parti Les Républicains. Les Républicains qui sont toujours en plein doute. Leur image reste floue, trop floue, et certains d'accuser la stratégie d'Emmanuel Macron, de la République En Marche, d'essayer de les étouffer. Christophe Castaner, invité du grand jury aujourd'hui, le dit: ce n'est pas notre faute à nous.
Globalement, la difficulté, c'est que les Français doutent de l'utilité des partis politiques, et pas seulement des Républicains. Mais aussi des Républicains, mais pour une raison simple, c'est qu'il n'y a aucune ligne claire chez les Républicains depuis plusieurs années. Et ça n'est pas la faute d'Emmanuel Macron, ça n'est pas notre faute si Christian Jacob pilote un bateau ivre qui n'a plus de ligne politique. Alors Christophe Castaner, qui n'a pas du tout été tendre avec les Républicains tout au long de l'émission, effectivement, qui parle de bateau ivre, on l'a entendu, qui parle de violence folle, on l'entendra un peu plus tard. Est-ce qu'il a raison sur le constat? Ça fait des années que les Républicains n'ont pas de ligne claire. Si vous voulez, les Républicains, la droite en général, marchent sur un mode très bonapartiste. C'est-à-dire que malgré les divergences idéologiques qui existent à droite, elles existent depuis longtemps, hein, les conflits idéologiques entre le RPR et l'UDF étaient bien plus aigus qu'aujourd'hui qu'entre les différents courants de LR. Mais dès le moment où vous avez un chef, vous vous rangez derrière le chef. Quand il n'y a pas de chef, eh bien tout d'un coup, vous avez une décomposition à la fois des élus de la formation politique, mais également des électeurs qui ne votent réellement à droite que s'ils croient en une victoire de la droite. Aujourd'hui, ils ont du mal à voir une victoire possible de la droite, et donc ils s'éparpillent entre LREM, un candidat LR quel qu'il soit, et de l'autre, le Rassemblement national. Donc là, Christophe Castaner, dans cette analyse-là, tombe plutôt juste. Après, LREM participe beaucoup au grand ramdam à droite actuellement. La stratégie de LREM dans ces régionales, elle est simple. Ils ne peuvent pas réellement gagner de région. Ou en tout cas, il est assez peu probable qu'ils remportent une région. Dès lors, vous avez deux éléments à prendre en compte. Soit vous rentrez, enfin, qui sont cumulatifs en réalité. Dans un premier temps, vous rentrez dans des majorités potentielles pour dire nous n'avons pas tout à fait perdu les régionales. La preuve, nous sommes en alliance avec Renaud Muselier en PACA. Demain, dans d'autres régions, avec la gauche ou avec la droite, qui auront besoin d'un appui, qui ne pourront pas aller chercher du côté du RN, pour la gauche, pas du côté de la droite, pour la droite, pas du côté de la gauche. Et LREM va être central et va pouvoir dire nous n'avons pas gagné de région, mais nous participons à des majorités régionales, donc nous n'avons pas perdu les élections. Et de l'autre, en forçant des présidents de région qui ne peuvent plus se faire élire dans leur espace politique à une alliance avec eux, ils fracturent les anciens partis politiques. C'est le cas particulièrement en PACA, mais entre les deux tours, ça va probablement être le cas dans d'autres régions. Et face à des partis politiques PS et LR qui sont aujourd'hui en fragilité avec un manque de leadership, cette stratégie-là, elle permet de récupérer un personnel politique local et surtout, elle permet de troubler un électorat qui se prononce aujourd'hui pour ou contre Emmanuel Macron et qui, dès lors qu'il considère que LR est allié à LREM, va trouver plus intelligent de voter utile ailleurs. Ouais, c'est ça. Comment on existe dans ce contexte ? Comment on existe dans ce contexte, c'est une grosse question, mais je crois que justement Christian Jacob avait engagé tout un travail de réflexion sur le fond au sein du parti Les Républicains. Oui, ça se voit pas tellement, non ? Voilà, ce qui manque aujourd'hui, c'est cette étape de cristallisation et de justement de pouvoir se ranger derrière une personnalité qui fasse consensus. Et dans ce sens, les régionales vont avoir un rôle très important à jouer parce qu'elles vont permettre également de sonder la popularité des différents candidats et potentiels candidats qui sont aujourd'hui évoqués encore pour la droite. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand. On a également Bruno Retailleau qui n'est pas dans les régionales, mais en tout cas qui est sur la liste. Donc les régionales vont avoir un rôle important à jouer dans ce sens-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est vrai que derrière, l'attaque de Castaner sur ce point-là est particulièrement logique dans la dynamique et dans la stratégie que mène La République En Marche de justement dépouiller finalement la droite républicaine d'une existence. Oui, il y a cette stratégie, mais est-ce que le fond, il n'est pas un peu vrai? C'est-à-dire que s'ils avaient des idées fortes, s'ils étaient très identifiés, il y aurait un peu plus de mal à les torpiller. Alors je vous dirais, est-ce que en effet ce serait vrai? Mais derrière, on a 2 tiers des Français qui refusent un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc on a quand même une véritable envie d'une alternance, autre chose que La République En Marche ou que le Rassemblement national. Ce qui est problématique aujourd'hui, c'est qu'il va falloir construire et rapidement cette cristallisation autour d'idées fortes. Et là où les régionales vont être, où La République En Marche joue un jeu très habile sur les régionales, c'est qu'eux ne possèdent absolument aucun socle local. Ouais. Et ils sèment le trouble à travers ces alliances et justement en plaçant des gens sur des listes adverses, justement parce que pour un électeur, il n'y a aucune lisibilité dans une alliance avec La République En Marche. Pour faire alliance, il faut avoir un adversaire clairement identifié. Aujourd'hui, le Rassemblement national a fait un travail quand même d'adoucissement sur un certain nombre de points, sur la question européenne, le Frexit, mais également sur les questions économiques. On a une droitisation en plus de la population qui
qui joue dans le sens de la droite de manière générale et du RN. Mais en plus de cet adversaire commun, il faut un intérêt électoral à faire alliance. Aujourd'hui, La République En Marche n'a pas de socle électoral significatif. Donc, personne ne peut comprendre une alliance avec La République En Marche. Bon, et puis alors, il y a un sondage Ipsos Sopra Steria qui est publié dans le Parisien aujourd'hui en France et qui montre que effectivement les Républicains ont bien du mal. Par exemple, si on prend quelques préoccupations des Français, est-ce que le parti le plus proche de vos préoccupations, c'est La République En Marche, le Rassemblement National ou les Républicains? Vous voyez que les Républicains sont distancés. Sont distancés également quand on voit quel parti pourrait être le plus à même d'améliorer les choses en France. Très distancé, qu'à 10% pour les Républicains. Et est-ce que ce sont les dirigeants les plus compétents? Ben là, c'est La République En Marche qui arrive en tête et les Républicains, encore une fois, sont distancés. Là, comment on peut exister dans ce contexte-là? Ce qui est intéressant, justement, pour revenir à ce que disait Christophe Castaner à propos des Républicains, c'est évidemment le président de groupe, le député qui parle, mais c'est aussi l'élu local. Et du coup, il y a toute cette dimension politique, tacticienne aussi, qui entre en jeu par rapport aux Républicains. C'est compliqué d'exister dans ce contexte-là. Vous évoquiez tout à l'heure la question du bonapartisme. Il y a tout l'enjeu, finalement, de l'incarnation aussi d'une personne qui peut être très syncrétique et pouvoir fédérer, synthétiser aussi des courants, des aspirations, des valeurs aussi. Et là, en l'occurrence, c'est plus compliqué en ce moment. Et puis, on a l'impression surtout que le LR est défini par rapport à ses voisins, donc par rapport aux autres. Et ils ont vraiment du mal à se définir en soi, justement, en tant que parti, porter une vision forte qui puisse inspirer aussi et s'inscrire dans la durée. Donc ça, c'est une vraie question. C'est au-delà du cadre. On le voit en PACA, dans l'Est de la France aussi, comment on arrive à porter cette vision-là, comment on arrive à incarner et avoir des sujets aussi qui vont peser, s'inscrire aussi dans l'agenda politique. Oui, c'est ça. Et puis c'est trop flou, visiblement, pour les électeurs. Là encore, si on prend le même sondage, 51% des Français estiment que les idées des Républicains sont proches de celles de La République En Marche, et ils sont 41% à le penser pour des idées qui sont proches du Rassemblement National. Donc quand même, ça fait une majorité de Français qui pensent que, que La République En Marche et les Républicains partagent les mêmes idées. Il faut comprendre ce que c'est LR à l'origine. LR, c'est ce qu'on appelle un parti attrape-tout. C'est pas péjoratif de dire ça, hein. C'est un vocable de sciences sociales pour expliquer que vous avez un parti politique qui essaye de capter un large espace politique en s'adressant à des électorats très différents. Parce que, en effet, l'espace politique de LR, à l'origine, c'est la droite au sens large, du centre-droit jusqu'aux frontières d'un RN qui est réduit sous Nicolas Sarkozy, justement, à travers une reprise de certaines thématiques. Donc, il faut parler à ces différents électorats. Et il faut ménager des discours qui peuvent être des discours pas toujours tout à fait conciliables, justement pour ménager un grand espace électoral, parce que vous en avez besoin pour accéder au second tour et ensuite pour emporter une présidentielle. C'est la logique de la Ve République et on peut avoir exactement la même analyse sur le Parti socialiste de l'autre côté. Le problème, c'est que quand ce parti-là se rétrécit parce qu'il a des concurrents qui émergent et qui sont forts, eh bien, vous avez ce discours qui doit demeurer parce que vous avez notamment des élus qui tiennent ce discours-là, et donc ça devient assez inaudible pour les lecteurs qui faisaient crédit à ce parti, certes d'avoir un certain nombre de contradictions, mais de camper cet espace électoral assez large pour gagner. Ça marche tant que vous gagnez. Quand vous ne gagnez pas, eh bien tout d'un coup, ça se retourne contre vous. Par ailleurs, LR, comme le PS d'ailleurs, est également la victime d'une double problématique. D'un côté, la décentralisation a plutôt féodalisé les partis, c'est-à-dire que vous avez des intérêts locaux qui sont différents des intérêts nationaux, et avec la fin du cumul des mandats, eh bien, les intérêts personnels des élus locaux s'opposent réellement aux intérêts des élus nationaux. On a vu ça notamment avec le cas Muselier. Le cas de Renaud Muselier est intéressant parce qu'en réalité, Renaud Muselier, il a intérêt localement en effet à s'allier avec LREM pour tout un tas de raisons locales qui conduisent en effet à une nécessité pour arriver à battre Thierry Mariani. Mais au niveau national, cette stratégie-là, elle est totalement suicidaire pour LR. Donc vous avez un intérêt local qui s'oppose à l'intérêt national et vous avez des élus locaux qui peuvent être amenés à développer des logiciels qui heurtent profondément l'idée d'une grande synthèse nationale en vue des présidentielles. Ça crée de l'illisibilité, ça crée de la fragilité. LREM, qui est faible sur certains aspects, c'est-à-dire qu'elle a
pas réellement d'élus locaux, etc., eh bien là-dessus est beaucoup plus agile. C'est ce que montrent ces régionales et c'est ce que montre sa capacité à camper une position plus claire en vue des présidentielles. Vous parliez justement de la situation en PACA où effectivement c'était un petit peu difficile à suivre. Sophie Cluzel, la candidate de La République En Marche, s'est ralliée à Renaud Muselier. Ça a créé un séisme au niveau des Républicains et donc à Paris tout s'est réglé en disant non, il n'y aura pas de liste La République En Marche sur la nôtre. Donc il y a eu 2 listes séparées. Puis finalement, refusion, c'est à ne rien comprendre. Réaction là encore de Christophe Castaner. J'ai vu du côté des LR une violence quand même assez folle qui met sur le même plan le Front National et Emmanuel Macron et La République En Marche. Il y a aujourd'hui dans ce pays et chez les LR 2 droites irréconciliables. Une qui est totalement tournée vers le Front National et qui commet cette erreur politique républicaine de considérer qu'il faut mettre au même niveau. Voilà. Alors nous, notre but à nous, disait Christophe Castaner, c'est de sauver cette région et donc de s'allier avec Renaud Muselier sur des idées. Il l'exposait, sur des idées, sur des personnes. On travaillait ensemble, main dans la main. Et voilà ce qu'a été capable de faire le parti Les Républicains depuis Paris, a été capable de mettre en place un veto d'une violence folle, pour reprendre ces mots. Je trouve que c'est assez cynique de la part de Castaner de mettre en avant ce point-là, de finalement ramener la question des régionales à simplement un enjeu de personnes. Finalement, on s'entendrait juste entre personnalités au niveau local, alors qu'on a des personnalités justement d'ampleur nationale qui s'impliquent directement dans ces scrutins. Ça n'a pas de sens, c'est une incohérence profonde. Non, parce que je voudrais revenir juste sur les Républicains, parce qu'il faudrait aussi prendre en compte les apprentissages qu'on peut tirer de l'international, parce qu'au-delà de la France, beaucoup de partis sont confrontés à des changements des électeurs, simplement. Les populations évoluent, les préoccupations évoluent. Il faut le prendre en compte. Dans le cadre de notre think tank, nous avons travaillé sur Donald Trump et nous avons travaillé plus récemment sur Boris Johnson. Et ce que nous en avons retenu, c'est qu'on assiste à une deuxième révolution conservatrice. Et pour réussir à faire cette révolution conservatrice, Boris Johnson a pu s'appuyer sur 3 aspects. Premièrement, il avait besoin d'une personnalité politique volontaire. Donc là, c'est un peu le défi pour les Républicains aujourd'hui. C'est quand même d'arriver à faire cette transition pour justement incarner ce projet. Au-delà de cette personnalité, il y a eu tout le langage sur la reprise de contrôle, qui était déjà le langage de Donald Trump, mais qu'on avait aussi indirectement à travers Barack Obama, à travers le Yes We Can, c'est finalement la capacité à faire dans le monde actuel, alors que la mondialisation a quand même donne le sentiment au niveau national. Voilà, à beaucoup de monde, d'avoir perdu le contrôle finalement sur notre destin. Donc ça, c'est un des grands aspects qu'il faut mettre en avant. Et derrière, ce que Boris Johnson a réussi à travers son programme et la raison pour laquelle finalement il a réussi à aussi aspirer totalement le UKIP, le parti qui était pro-Brexit, c'était de porter un projet collectif. Un projet collectif à travers le Brexit, mais également à travers le Global Britain, qui est sa nouvelle politique, qui est une politique de rayonnement, qui est une politique positive et qui parle au-delà de simplement les questions électorales pures. On n'est plus simplement dans l'opposition, mais on porte quelque chose de collectif. C'est les 3 enjeux pour la droite aujourd'hui, pour la droite républicaine, pour les républicains, de réussir à faire cette transformation et à apprendre de l'étranger. Parce qu'on a tendance à caricaturer et à vouloir jouer sur les clichés. Mais au contraire, ce sont des problématiques qui sont similaires dans l'évolution des électorats. L'électorat de droite, aujourd'hui, au Royaume-Uni, il est beaucoup plus populaire qu'il ne l'était il y a quelques années. Nous ne sommes plus sur un électorat de classe CSP+, comme on dit, mais sur un électorat beaucoup plus populaire. C'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ce sont les électeurs qui aujourd'hui se tournent vers le Rassemblement. Mais est-ce que les Républicains en ont pris conscience? Ça fait 4 ans qu'ils travaillent sur leur projet. Oui, ils en ont pris conscience. La difficulté, là, je pense que c'est l'incarnation dans les prochaines semaines qui devrait pouvoir se cristalliser, j'espère. Mathilde Aubineau. En tout cas, ces derniers jours, on a eu des épisodes de LR qui vont annoncer une prochaine saison mouvementée. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir des réactions extrêmement vives quand il s'agit d'alliances par rapport à La République En Marche. Ce qui est intéressant de voir, parfois, c'est les écarts avec d'autres partis, comme ceux de Dupont-Aignan aussi. Et puis les réactions, par exemple, de Nadine Morano. Après, il y a eu celle de Christian Jacob ensuite. Donc voilà, des manières aussi de réaffirmer une parole, une autorité, puisque les uns et les autres vont s'exprimer dans plein de directions aussi. C'est compliqué pour les électeurs de suivre, alors que la défiance est manifeste. Qu'est-ce qu'on donne
comme exemple, qu'est-ce qu'on donne comme direction. Et ça, c'est un vrai sujet aussi pour pouvoir être de nouveau audible, se faire réentendre et être légitime aussi dans le débat politique. C'est compliqué pour les électeurs. Ils sont complètement perdus, non? On a vu le sondage tout à l'heure où 51% des Français estimaient que les idées des Républicains étaient proches de celles de La République En Marche. Mais si on prend les sympathisants, regardez, c'est encore plus troublant. 58% des sympathisants LR pensent que les idées de leur parti sont proches de La République En Marche. Est-ce qu'à travers ce sondage, on peut se demander, on peut se poser même la question de l'utilité même du parti? Ça dépend comment est-ce que le parti arrivera à s'incarner encore une fois. Hein. C'est-à-dire que donc il n'y a que l'incarnation qui compte plus pour que les cet idées. électorat-là. Alors à la fois vous avez un aspect droite, je dirais, c'est-à-dire que vous avez un électorat qui est particulièrement sensible à la figure de l'homme charismatique, celui qui justement va permettre d'unir l'espace politique et va permettre de porter l'idée de la victoire. Pour l'instant, cet homme charismatique, il n'existe pas, ou plutôt il y en a plusieurs qui se concurrencent et qui se neutralisent l'un l'autre parce que le personnage charismatique, le Bonaparte, il ne peut être qu'unique. Vous n'avez pas deux Bonaparte dans la Clairière, il n'en faut qu'un. Et ensuite, vous avez un aspect Ve République, c'est-à-dire qu'au-delà de la droite, la Ve République est construite et pensée justement pour faire émerger à chaque élection présidentielle l'image d'un petit De Gaulle, l'image d'un sauveur. Si vous n'avez pas de sauveur, si vous n'avez pas cette figure charismatique, vous avez un électorat qui s'éparpille et qui en fait regarde ce qui se passe à côté. D'un côté, vous avez un président sortant, attractif pour un électeur de droite, parce que justement incarne déjà l'autorité, etc. De l'autre, vous avez une candidate qui est bien campée, qui existe dans le paysage politique, etc., qui incarne cette autorité, c'est Marine Le Pen. Attractif pour un électeur de droite anti-macronien. Donc, par rapport à cette concurrence-là, tant que vous n'avez pas de cristallisation autour d'une figure, c'est très très difficile pour exister. Par ailleurs, il y a un autre phénomène qu'il faut considérer. On est en crise, on est encore en crise sanitaire. Tout du moins d'un point de vue électoral, cette crise, elle est encore ressentie. Comme dans toute crise, qu'elle soit économique, sanitaire, eh bien, la crise vient geler les intentions de vote. C'est-à-dire que l'électorat, grosso modo, ne se politise pas encore et considère qu'il va voter comme il va toujours voter sans trop chercher à comprendre qu'est-ce qui articule les partis politiques. Mais quand vous prenez les enquêtes d'opinion qui portent sur les valeurs de l'électorat, que vous les interrogez sur l'économie, l'immigration, etc., vous voyez que la crise a quand même produit des transformations assez importantes en termes de valeurs de l'électorat. C'est très classique dans une crise. Vous avez les valeurs qui évoluent, parce que la crise vous tombe dessus, mais vous ne remettez pas en cause vos intentions de vote passées, ce qui explique la grande stabilité dans tous les pays européens. Jusqu'au jour où vous avez une repolitisation, où vous avez une campagne, où vous avez des figures qui émergent, et où vous avez tout d'un coup la nécessité de vous prononcer. Et là, vous tentez de mettre au diapason les nouvelles valeurs que vous avez, et l'offre électorale qui s'impose à vous. Et à ce moment-là, vous avez des transformations électorales qui peuvent être brusques. On le vit, on est peut-être en train de le vivre en Allemagne, l'Allemagne va voter avant nous. On va sans doute le vivre dans d'autres pays européens. En France, au moment où réellement commencera la campagne présidentielle, on risque en effet d'avoir une grande fluidité des électorats. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Si jamais les Républicains ne sont pas au diapason des valeurs de leur électorat tel qu'il est aujourd'hui, ils vont en effet se faire avoir par les deux formations aujourd'hui qui les entourent. Visiblement. Mathilde Domino, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, il y a une image d'Épinal qui persiste pour les militants, pour les sympathisants, c'est celle de la campagne de 2006, de 2007 avec Nicolas Sarkozy. Et finalement, celui qui est consulté, celui qui écrit, celui qu'on va voir, c'est toujours Nicolas Sarkozy. Il demeure la figure titulaire et il n'a pas été remplacé. Donc finalement, il est comme au-dessus du lot, au-dessus des autres. Et pour autant, il n'y a pas forcément un casting, il n'y en a pas un autre qui émerge, dont l'aura finalement se détache. Et ça, c'est un vrai sujet aussi par rapport à l'incarnation que vous évoquiez. Et il y a une autre question, est-ce que le Rassemblement national peut être fragilisé par les affaires? C'est le journal du dimanche qui s'est procuré un rapport de police et qui le publie aujourd'hui, un rapport qui prouverait l'existence d'un système dont Marine Le Pen serait l'organisatrice et la bénéficiaire. C'est un système de frauduleux, de détournement de fonds européens par le biais d'emplois fictifs d'assistants parlementaires. On fait le point avec Jade Partouche. Jamais une enquête n'était allée si loin. 98 pages et une conclusion accablante, selon l'Office central de lutte contre la corruption. Le Rassemblement national a, par l'intermédiaire de ses cadres et dirigeants, mis en place un système organisé frauduleux de détournement de fonds européens. Selon les enquêteurs, 17 dirigeants élus et proches du parti seraient impliqués, dont Marine Le Pen, désignée comme l'instigatrice du système. Au cœur de cette affaire, la prise en charge sur le fonds du Parlement européen d'assistants parlementaires qui auraient bénéficié uniquement au parti.
Au total, 6,8 millions d'euros d'emplois fictifs auraient été détournés, et ce depuis 2014 au lendemain des élections européennes. Selon l'avocat de Marine Le Pen, tous les assistants parlementaires cités dans l'instruction ont travaillé à un moment ou un autre. Nous ne sommes pas dans le cas de Madame Fillon. Problème, peu voire aucun contrat prouvant une activité réelle au Parlement européen n'est retrouvé. Et certains bénéficiaires auraient même cumulé indûment des contrats de travail sur une même période. Depuis 5 ans, c'est une course de lenteur qui s'est engagée. Les avocats multiplient les recours. Objectif, éviter un procès avant les présidentielles. Qui incarne le retour. Et Marine Le Pen a réagi auprès de notre service politique. Regardez, elle parle de méthode de voyous. À chaque fois, ils nous font le coup à l'approche des élections. Il n'y a absolument rien de neuf, rien de nouveau sous le soleil. C'est la sempiternelle même histoire. Voilà, le même coup à l'approche des élections. C'est aussi ce que nous disait un député, un eurodéputé à Rassemblement National sur notre antenne ce matin. Les Français pensent que l'activité parlementaire est une activité qui exige du travail de terrain, du travail de remontée, de contact, etc. et même du travail avec le parti politique. À partir de ce moment-là, eh bien, on est poursuivi, mais de manière tout à fait injuste. Il n'y a ni emploi fictif, les gens ont travaillé, et ni enrichissement personnel. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est tout à fait artificiel et qui ressort évidemment en période électorale, et c'est pas un hasard. C'est manipulé. Marion Parisa, ce n'est pas un hasard, comme le dit le Rassemblement National ? C'est difficile. On dit, on a tendance entre le complot et la bêtise, des fois il faut choisir la bêtise. Bon, je ne veux pas forcément m'avancer sur le terrain, on n'a pas tous les éléments de l'enquête, etc. Mais par contre, là où on a quelque chose de clair, c'est que je pense que pour le grand public, on est sur quelque chose qui est un peu du réchauffé. C'est un sujet qui avait été déjà sorti en 2016, juste avant les élections présidentielles. Donc on peut comprendre en tout cas que le Rassemblement national y voit quelque chose de l'ordre du complot. Aujourd'hui, est-ce que cela apporte beaucoup d'eau au moulin? Est-ce que ça va faire changer l'électorat? Je ne pense pas. Aujourd'hui, on est sur une information qui vient juste confirmer une tendance, mais on n'a pas encore de condamnation. Si cette condamnation arrive, bien sûr, ces comportements sont totalement condamnables et ne devraient pas exister. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup plus d'éléments. Non, pas plus d'éléments forcément dans cette enquête. C'est un rapport de police, encore une fois, qui est divulgué. Nous en sommes quand à l'instruction. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de procès avant la présidentielle. Est-ce que ça peut donc affaiblir Marine Le Pen ou pas? Probablement pas. Il faut voir qu'il y a deux enjeux. Il y a un enjeu financier, il y a un enjeu électoral. L'enjeu financier est important. Le parti de Marine Le Pen aujourd'hui est dans une situation financière délicate. Si jamais il devait y avoir une peine prononcée et avec notamment une astreinte financière, ce serait extrêmement compliqué pour ce parti. Mais a priori, on aura une décision de la justice qu'après les élections présidentielles. Ce qui conduit le Rassemblement national, évidemment, peut-être être prudent sur ses finances en vue de la présidentielle, mais il devait déjà l'être au vu de sa situation. Donc là, on n'a pas grand-chose de neuf. Ensuite, sur l'autre aspect, l'aspect électoral, on a un électorat qui est en réalité assez immunisé sur ces sujets-là. Il considère soit que ça ne pondère pas réellement son vote, c'est-à-dire que s'il va voter Rassemblement national, c'est pas pour une question de morale politique, etc. C'est parce qu'il croit dans les enjeux portés par ce parti, ou bien il considère en effet que c'est un complot, que c'est une rengaine d'élection en élection, et qu'à partir de là, il ne faut pas y céder. Donc, à mon avis, Marine Le Pen ne perdra pas un électeur, et la question c'est quand elle perdra quelques euros dans l'affaire. Enfin, plusieurs millions quand même. Plusieurs millions, effectivement. C'est toujours la situation financière qui est délicate. Donc, l'électorat peut-être, mais est-ce que ça peut être un handicap, Mathilde Aubineau, pour essayer de conquérir un nouvel électorat ? Ce qui est intéressant, c'est on le voit, elle a fait la une du quotidien, du JDD, qu'elle cristallise autant l'attention. Vous évoquiez justement le temps judiciaire qui est évidemment pas celui du temps médiatique. Donc il y a cette question-là et il y a cet enjeu aussi de la représentation pour ces électeurs éventuels aussi en vue de 2022. Donc ça, ce sont des questions qui vont se poser et puis les réponses qu'elle va apporter aussi par la suite. À suivre dans les prochains mois. Donc merci beaucoup, merci pour ces analyses. Restez sur LCI tout de suite. Vous faites le point des idées et on se retrouve juste après pour suivre en direct donc le meeting de Jean-Luc Mélenchon, le premier de la campagne présidentielle pour 2022. À tout à l'heure.